RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de politique de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Ensemble, nous recevons Gabriel Attal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a une dizaine de jours, à la surprise générale, le Premier ministre annonçait que nous n'allions pas reconfiner, mais muscler les restrictions et continuer le couvre-feu. Voilà ce qu'a dit ce matin Olivier Véran, le ministre de la Santé. On l'écoute. Il est évidemment possible qu'on ne soit jamais reconfiné. Le confinement n'est pas un choix de facilité et de sécurité. Le confinement est un choix de nécessité lorsque la situation épidémique nous échappe. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, encore une fois, et nous observons les choses au quotidien. Et en transparence, nous communiquons toutes les informations au quotidien aux Français. Alors on le voit bien, il y a un basculement stratégique. Le confinement, aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte dans le fond qu'il faisait plus de mal que le mal, c'est-à-dire le virus ? Je pense que le basculement stratégique, ça aurait été de décider de reconfiner le pays alors même qu'on a encore la possibilité de maîtriser l'épidémie. C'est ça le choix qui a été fait par le président et le Premier ministre. Il y a un chemin pour éviter le reconfinement. C'est plus un chemin de campagne qu'une 2x4 voies. C'est difficile, ça nécessite une mobilisation collective, mais on peut y arriver. C'est ça qu'a voulu dire ce matin Olivier Véran. On n'a jamais utilisé le confinement comme une mesure préventive avant qu'on constate que c'était l'ultime recours et que l'épidémie faisait peser un risque majeur sur l'hôpital et sur la santé des Français. Évidemment, on prendra toujours nos responsabilités si c'est nécessaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Que depuis un peu plus d'une dizaine de jours, le nombre de contaminations, l'incidence s'est stabilisée. Il y a même une très légère baisse ces derniers jours, il faut être très prudent, mais il y a une stabilisation de l'incidence, alors que la semaine du 18 janvier, il y avait une hausse de plus de 10%. Et donc ça montre bien que les efforts collectifs peuvent nous permettre de tenir pendant que la vaccination se déploie, en espérant éviter un reconfinement. Mais quand même, il y a eu une forme de, on va dire, de désobéissance du monde scientifique, en tout cas du Conseil scientifique, qui est là lors de tous les conseils de défense. Emmanuel Macron, en tout cas le président, ne les a pas suivis. Mais ce que nous a dit le Conseil scientifique au moment où cette décision a été prise, c'est pas il faut reconfiner immédiatement le pays. C'est ce qu'avait un peu dit M. Delfraissy. Si l'épidémie repart fortement, il faudra reconfiner. Quand M. Delfraissy s'est exprimé, c'est à l'issue d'une semaine où il y avait une hausse de plus de 10%. Et c'est vrai que si la trajectoire s'était poursuivie comme ça, probablement qu'à un moment, il aurait fallu reconfiner. Là, on voit que depuis plus d'une dizaine de jours, il y a une stabilisation. On espère que ça va durer. On fait tout pour que ça dure. C'est pour ça qu'on a renforcé les mesures sur les frontières, sur la fermeture des grands centres commerciaux, sur le télétravail. C'est pour ça, je crois, que les Français font encore plus d'efforts aujourd'hui, précisément pour éviter un reconfinement, parce qu'on connaît maintenant les impacts en termes psychologiques, en termes économiques d'un confinement. Je pense que personne n'a envie de retourner à un confinement. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a encore d'assez nombreux scientifiques, de médecins qui disent qu'il faudrait reconfiner immédiatement et le plus tôt possible pour que ce soit le moins long possible. Est-ce que la vérité, ça n'est pas aussi que peut-être il y a une forme de réalisme économique qui s'impose aujourd'hui et qu'on se dit qu'un nouveau confinement coûterait cette fois trop cher et que le quoi qu'il en coûte ne peut pas durer éternellement? Non, pour assister vraiment aux réunions et aux décisions qui sont prises en Conseil de défense, ça n'est pas un argument qui l'emporte sur les autres. Ça fait partie... Non, mais l'économie repasse devant. Ça fait partie des questions, mais davantage que la question des finances publiques, c'est la capacité de nos entreprises, de l'activité économique à se déployer. Aujourd'hui, l'activité économique en France, elle est à 96% de ses capacités. C'est ce que nous a dit l'INSEE la semaine dernière. On perd 4% d'activité par rapport à une situation normale. Une situation normale. Et évidemment, c'est quelque chose qui est profitable pour l'économie, pour les Français, pour les salariés. Mais notre première boussole, ça restera toujours la santé. Et dès lors que pour protéger l'hôpital, pour protéger la santé des Français, on aura tout essayé et qu'il ne restera que le confinement pour agir, si on devait être devant cette situation, on prendra toujours nos responsabilités. Mais aujourd'hui, on peut encore l'éviter. Et je crois qu'on le doit aussi aux Français que de choisir de poursuivre cette voie-là, qui est celle de la mobilisation collective et de tenir ensemble.
Alors, il y a eu, les polémiques sur les masques, sur les tests, donc évidemment sur les vaccins. Et en France, nos labos français ont perdu la course à la vaccination. Il y a quelque temps, on applaudissait la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, il y a de gros doutes et des déboires du vaccin britannique, AstraZeneca. Est-ce que, dans le fond, vous vous dites que finalement, en France, notre handicap de ne pas avoir de vaccin pourrait devenir finalement un avantage à ne pas s'être précipité, faute d'avoir des vaccins, parce qu'il y a l'affaire anglaise et d'un vaccin qui n'est pas efficace. On a besoin de vaccins. Le vaccin AstraZeneca, il est efficace. Il y a des questionnements. Il y a des questionnements de la communauté scientifique sur son efficacité sur le variant sud-africain. Aujourd'hui, le variant dit sud-africain, il ne concerne qu'à peine, je crois, 1% des cas en France, des souches en France. Donc, mais même sur les formes, entre guillemets, les plus ordinaires, son efficacité est nettement moindre que les autres vaccins, notamment celui de Pfizer. Là où il y a un manque de données, c'est sur son efficacité pour les plus âgés. Oui, mais sur les autres, c'est 70% à peu près. Alors que Pfizer, c'est un peu plus de 90%. Oui, il y a une efficacité importante. Nettement moindre. Il y a une efficacité importante et l'important c'est que on l'utilise du coup aujourd'hui sur des personnes qui sont les moins, le ministre de la Santé évidemment en tant que soignant de moins de 50 ans, mais donc sur des personnes qui sont moins à risque de formes graves que les personnes très âgées pour lesquelles effectivement on utilise le vaccin Pfizer-BioNTech et le vaccin Moderna aujourd'hui, qui pour le coup ont fait preuve d'une grande efficacité sur ces publics-là. Alors tout le monde souffre des conséquences de cette situation sanitaire, mais la crise a un impact beaucoup plus fort sur les jeunes. On a vu ces reportages et ces longues files d'attente de ces jeunes qui vont dans des banques alimentaires, les restos du cœur ou dans d'autres associations. Ils n'ont plus de petits boulots pour payer leurs études. La plupart des entreprises ont gelé leur embauche ou les contrats pro, c'est-à-dire alternance entreprise-études. Le gouvernement se préoccupe-t-il assez de cette jeunesse qui, dans le fond, dans laquelle réside notre avenir? Alors, il était question à un moment de revoir le RSA aux plus jeunes, avant 25 ans, ou un revenu universel. On a le sentiment que, pour l'instant, vous ne prenez aucune décision sur cette part de la population. Vous savez, moi j'ai été secrétaire d'État à la jeunesse jusqu'en juillet dernier quand j'ai été nommé porte-parole du gouvernement. C'est pour ça que je vous pose cette question. Et le plan d'action pour la jeunesse, on l'a travaillé dès la première vague et dès le début de la crise. Et d'ailleurs, on l'a présenté au mois de juillet dernier. Ce qui fait que, s'agissant des embauches, puisque c'est un sujet que vous avez évoqué, qu'est-ce qu'on a constaté ? Grâce à la prime de 4 000 € qu'on a mise en place pour les entreprises qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en CDD de plus de 3 mois ou en CDI, il y a eu autant d'embauches de jeunes entre le mois d'août et le mois de décembre 2020 qu'entre le mois d'août et le mois de décembre 2019, alors qu'on a une crise économique. Sur l'apprentissage et l'alternance, on a eu plus d'apprentis en 2020 qu'en 2019. On a eu un nombre historique de jeunes en apprentissage, près de 500 000. Il y a d'autres problématiques très fortes. Il y a des entreprises qui ne prennent pas d'alternance. Absolument, mais on a eu plus d'apprentis en 2020 qu'en 2019. On aimerait toujours qu'il y en ait plus. On a mis en place une prime de 8 000 €. Aujourd'hui, pour une entreprise qui recrute un apprenti, c'est coût zéro la première année parce que c'est l'État, les Français, qui financent cette première année. Il y a des sujets très forts aujourd'hui chez les jeunes. Les jeunes, je pense que c'est la génération qui est la plus impactée par la crise parce que c'est la génération qui a à renoncer au plus grand nombre d'éléments de leur vie quotidienne et de leur vie normale. Voilà, à cet âge-là, je suis encore assez proche de cette génération, on a envie de pouvoir voir ses amis, on a envie de pouvoir faire la fête, de faire du sport, d'aller dîner, de boire des verres avec ses amis. On a envie de pouvoir aller à l'université pour se créer du lien, pour se former. Et aujourd'hui, ils en sont empêchés. Et c'est très dur. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une série de mesures pour limiter l'impact psychologique de la crise, avec la prise en charge sans frais, sans avance de frais, de séances chez le psychologue, avec des lignes d'écoute qui ont été mises en place, et progressivement avec le retour à l'université des jeunes, puisque les étudiants peuvent retourner au moins une journée par semaine à l'université. On a calqué ça sur les personnes qui sont en télétravail à 100%. On leur donne la possibilité de revenir une journée par semaine au travail pour leur santé psychologique. On fait pareil pour les jeunes. Et puis il y a le sujet de la précarité que vous avez évoqué. Et moi, je dois dire que c'est insupportable de voir en France aujourd'hui des scènes de files d'attente devant de l'aide alimentaire pour des étudiants. D'ailleurs, pour tous les Français d'une manière générale. Mais la difficulté, en effet, c'est que les étudiants aujourd'hui n'arrivent plus à trouver des petits boulots. Oui, c'est une vraie difficulté qu'on a. Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet des étudiants boursiers. Et c'est pour ça qu'on a mis en place par 2 fois en 2020
une aide de 200 € pour les étudiants boursiers, c'est-à-dire 40% des étudiants en France ont reçu cette aide. Première chose. Et deuxième chose, vous avez totalement raison, il y a des jeunes qui ne sont pas boursiers, mais qui s'appuyaient pour leur vie sur des ressources qu'ils avaient via des petits boulots, qui n'ont plus de petits boulots. Les restaurants sont fermés, le babysitting, il y en a moins avec le couvre-feu, et donc aujourd'hui, ils n'ont plus ces ressources-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée des emplois, des postes via les universités. C'est plus de 10 000 contrats qui ont été proposés. Concrètement, on propose à des étudiants de faire du tutorat à distance pour des étudiants de première année de licence, pour les accompagner, pour les aider à pas décrocher, pour les aider à se former. Et on fait, j'ai envie de dire, une pierre de coups. Oui, mais dans du sonnant et trébuchant, pardon, et après Frédéric, du sonnant et trébuchant, parce que là, c'est bien, c'est sympathique, mais c'est un peu du bidouillage. Est-ce que... Ça leur apporte des ressources et en plus, ça nous aide à faire en sorte que les jeunes de première année de licence ne décrochent pas. 10 000, c'est une goutte d'eau, évidemment. Oui, mais on le déploie progressivement, on va en créer davantage. On va passer et par ailleurs, je le dis, parce qu'on parlait du sujet de la précarité alimentaire, il y a une mesure qu'on avait mise en place en septembre pour tous les étudiants boursiers, la possibilité d'accéder à un repas à 1 € au restaurant universitaire. On l'a étendu depuis cette rentrée à tous les étudiants. Ça veut dire que tous les étudiants, même ceux qui ne sont pas boursiers, qui peuvent avoir des difficultés de ressources, ils peuvent avoir midi et soir un repas à 1 € via le restaurant universitaire. On va parler du climat, puisque le projet de loi climat et résilience est présenté demain en Conseil des ministres. Avant d'évoquer le fond du texte, pourquoi vous l'avez appelé climat et résilience? Vous n'avez pas l'impression d'abuser un peu de ce terme de résilience? Il est mis un peu à toutes les sauces, il est dans toutes les bouches aujourd'hui, non? C'est un gris-gris, la résilience? Non, mais je crois c'est un sujet qui est profondément d'actualité. On voit bien... La résilience ou le climat? Les deux, mais la résilience, c'est un enjeu transversal aujourd'hui. On voit bien que le monde est confronté à un certain nombre de défis. Des défis oui, mais c'est invoqué sanitaires. En permanence comme une espèce de solution universelle. La France fait face au terrorisme, mais elle est résiliente. Il y a le Covid, mais la France est résiliente. Le climat, mais la France est résiliente. C'est pas un peu facile quand même? Je pense qu'aujourd'hui, vous avez des risques effectivement sécuritaires, des risques en termes de santé et des risques écologiques. Et que face à ça, en tant que nation, ce qu'on doit construire, c'est une capacité à tenir et à vivre face à ces risques et à les réduire. Et c'est ça la résilience. Et donc c'est vrai que c'est un mot qui s'applique sur ces différents sujets. Évidemment, les enjeux sont totalement différents. C'est aussi un mot nouveau qu'on utilise beaucoup, peut-être un peu à tort et à travers. Parce que peut-être les défis sont plus grands qu'ils n'étaient il y a quelques années. Il y a quelques jours, le tribunal administratif de Paris, qui avait été saisi par plusieurs associations, a reconnu l'État responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique, manquements par rapport à ses propres engagements. Comment vous avez vécu cette décision du tribunal? Ça a été comme un coup dur? Moi, je suis le premier à dire qu'il y a des manquements depuis des années dans notre pays sur l'inaction face à l'urgence climatique, évidemment. Face à vos propres engagements, mais je veux dire, ceux du président de la République. Ça fait des décennies. Moi, je veux bien... Vous voulez dire qu'il n'est pas le premier? Je veux bien qu'on demande tout à ce gouvernement, mais lui demander d'être responsable de ce qui n'a pas été fait depuis 10, 20 ou 30 ans, ça me semble un peu compliqué. Moi, ce que je constate, c'est que depuis 2017, on a une action qui est extrêmement ambitieuse sur le sujet. Quand on interdit la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur notre sol, on est le premier pays à le faire. Quand on ferme progressivement toutes nos centrales à charbon, quand on développe 10 000 kilomètres de pistes vélo sur le territoire, quand on interdit le plastique à usage unique, quand on engage un plan de relance vert. Moi, je me souviens, en juillet dernier, les écologistes, les Verts, nous disaient qu'il faut un plan de relance écolo à 10 milliards d'euros. On fait un plan à 30 milliards d'euros. Donc à quoi s'amuseraient les associations? Je crois qu'il y en a 110 qui ont envoyé une lettre au président Macron, Nicolas Hulot. Donc ça veut dire que eux ne sont pas satisfaits. Donc ils joueraient à quoi le rôle des associations, le rôle des associations, c'est de nous pousser le plus loin possible en tant que responsables politiques. Moi, je ne critique absolument pas les associations qui nous critiquent, qui nous demandent d'aller plus loin. Mais nous, notre responsabilité politique, c'est de poursuivre ces objectifs-là, tout en faisant en sorte qu'ils soient soutenables et atteignables pour les Français, et qu'il y ait une acceptabilité sociale. On se souvient de ce qui s'est passé avec la taxe carbone. Ça faisait des années que des associations réclamaient une taxe carbone sur l'essence, le diesel. On a vu le résultat et l'acceptabilité par la population française. Donc voilà, il y a des associations qui nous disent, je vous donne un exemple très concret, qui nous disent il faut obliger à la rénovation de tous les logements, des passoires thermiques, etc. Et le rendre obligatoire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez à des Français, de manière obligatoire, de dépenser 10 000, 20 000, 30 000 euros pour adapter leur logement. Nous, on assume de dire que ça n'est pas notre méthode. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais notre méthode, c'est de les accompagner
Et c'est ce qu'on fait avec la prime Rénov'. Tous les Français peuvent avoir jusqu'à 20 000 euros pour rénover Donc leur en quelque sorte, l'écologie serait un obstacle à l'économie? Non, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des adversaires qui sont ceux qui disent qu'il ne faut rien faire. Je pense notamment aux Républicains. Il y a quelques mois, dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, vous avez un député Les Républicains qui s'est exprimé au nom de son groupe et qui a parlé de prétendu réchauffement climatique. À chaque fois qu'on présente des mesures pour la défense de l'écologie, les Républicains votent contre. Donc eux, ils sont assez constants là-dessus. Et puis vous avez des personnes qui n'ont comme solution parfois que de vouloir taxer et punir. Et nous, on assume qu'on est dans une écologie pragmatique et qu'on veut accompagner et aider. Je vous donne un autre exemple. On a, l'an dernier, triplé la part de marché des véhicules électriques dans l'automobile. On ne l'a pas fait en interdisant aux gens d'avoir une voiture non électrique. On l'a fait parce qu'on a accompagné avec des primes et des aides. 270 000 aides qui ont été versées. Voilà notre conception de l'écologie. C'est sûr que sur le papier, peut-être que ça prend un peu plus de temps que de taxer et punir, mais on a vu avec la taxe carbone et les gilets jaunes que à vouloir trop brusquer, taxer et punir, on n'arrive pas à tenir nos objectifs. Rapidement, Gabriel Attal, on a appris hier qu'un professeur de philosophie qui enseigne à Trappes, dans les Yvelines, était sous le coup de menaces de mort, notamment parce qu'il avait écrit un texte en hommage à Samuel Paty et aussi pour avoir dénoncé l'emprise de l'islam radical dans cette ville de Trappes. Deux questions en une, puisqu'il nous reste très peu de temps. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire si vraiment tout a été mis en place pour assurer sa protection? Et d'autre part, il y a un texte en ce moment confortant les principes républicains qui est débattu à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ce texte, s'il était en vigueur, permettrait de faire que le droit, aujourd'hui, ne permet pas de faire dans un cas comme celui-là? Alors, sur le premier point, les professeurs, ils sont en première ligne dans la transmission des valeurs de la République et dans la défense des libertés des Français, liberté d'expression, liberté de croyance. Et on l'a vu de manière dramatique il y a quelques mois avec l'attentat horrible contre Samuel Paty. Depuis 2017, on met tout en œuvre pour les protéger et pour leur donner les outils pour se défendre s'ils sont menacés. Je vous donne un exemple. Je crois que c'est depuis 2018, quand un professeur fait l'objet de menaces ou d'agressions, on a donné la possibilité à l'établissement scolaire de porter plainte à sa place, précisément pour ne pas le mettre en porte-à-faux. Sur le cas que vous évoquez de l'enseignant en question, il fait l'objet d'une protection qui lui a été apportée. Une vraie protection. Une protection personnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses aussi qui doivent rester confidentielles, mais il y a une protection de l'établissement également, où il souhaite continuer à exercer. Je crois qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Versailles hier pour identifier d'où viennent les menaces et pour pouvoir agir. Ensuite, vous avez abordé le projet de loi séparatisme. Le projet de loi séparatisme, c'est le troisième étage d'une fusée qui a démarré depuis 2017, avec cette action pour l'école et les professeurs. Et il va permettre de faire évoluer beaucoup de choses. Je vous donne un exemple, notamment en permettant de fermer et de dissoudre des associations qui prêchent la haine et qui vont contre les valeurs de la République sur notre territoire et qui peuvent pousser des personnes à menacer des professeurs. Voilà très concrètement ce qu'on va pouvoir faire. Merci, voilà, c'est le terme de cette émission. Merci beaucoup. Je reviendrai si oui, bien sûr, l'invitation est faite. Merci Gabriel Attal. Merci à Charlotte Turien-Tomaca et Camille Néran pour avoir préparé cette émission. Et bien sûr à toute l'équipe technique. À très vite. Merci. Bonsoir.